Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau Texama Show comme d'habitude pour l'actualité informatique et technologique de la semaine. Ça fait un petit moment qu'on n'a plus eu de Texama Show d'ailleurs, mais j'étais au Computex et je vous ai fait une vidéo là-dessus, donc techniquement c'est un petit peu comme un Texama Show. Si vous ne l'avez pas vu, je vous le mets dans le petit i au-dessus à droite. J'ai été visiter le Computex qui est ce show de l'électronique et du hardware à Taïwan et j'ai été voir les trucs qui m'intéressaient le plus tout simplement. Donc c'est un résumé justement de ces trucs qui m'intéressent et aussi quelques trucs je suis en mode ça c'est pas trop bien, notamment le connecteur propriétaire d'Asus. Bref, dans tous les cas, aujourd'hui, on va voir d'autres news, notamment beaucoup de news Apple et aussi des news au niveau carte graphique. Et vous aurez d'autres news en rapport avec le Computex encore la semaine prochaine, parce qu'on en a encore pas mal à traiter. Du coup, vous aurez une table des matières dans la description ainsi que sur la barre de lecture. Commençons tout de suite. Mais avant ça, ce début de vidéo est sponsorisé par Ugreen et leur hub USB Type-C qui vous permet de rajouter plein de ports à votre ordinateur ou même tablette, iPad et même téléphone portable. Ce hub USB se branche donc très facilement dans votre ordinateur portable ou votre appareil mobile. Au niveau des ports, du coup, il offre un USB Type-C entrant qui vous permet de charger votre appareil jusqu'à 100 watts. Donc vous pouvez le combiner avec n'importe quel chargeur, par exemple de Ugreen. Vous avez ensuite un HDMI qui permet de brancher un écran jusqu'à 4K 30 Hz ou 1080p 120 Hz. On a ensuite un autre port USB Type-C ici qui est plus pour brancher par exemple un SSD externe ou un appareil qui a besoin de transférer des données vers votre ordinateur. On a ensuite deux ports USB Type A en USB 3.0 qui vous permettront donc de brancher des claviers, souris ou même une clé USB et tout ça en gardant des bonnes vitesses. Et enfin au bout nous avons deux fentes, une pour une micro SD et une pour une carte SD taille complète. Et là ça vous permettra de transférer des fichiers depuis votre carte SD justement. C'est donc le hub ultime si vous êtes en déplacement pour ajouter vite fait des ports à votre MacBook ou n'importe quel ordinateur qui en manquerait justement. N'hésitez donc pas à aller le découvrir en suivant le lien dans la description et aussi voir tous les autres hubs USB Type-C de Ugreen qui seront peut-être adaptés plus à votre utilisation. Revenons à notre vidéo. Alors très vite fait, le premier sujet de la semaine, c'est que j'ai eu la chance de visiter une usine qui fabrique des cartes graphiques. Donc ça, c'était une énorme chance. Et en plus, c'était une usine hyper avancée qui utilise les dernières machines disponibles. Je peux vous dire que c'était hyper intéressant. Donc ça va arriver normalement courant de cette semaine-ci ou courant de la semaine prochaine selon le moment où sort cette vidéo. Il me semble qu'elle sort dimanche, donc ce sera plutôt la semaine prochaine. Du coup, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer ça. Aussi, j'ai une petite question pour vous. Que pensez-vous que je devrais utiliser comme titre pour la vidéo? Parce que parfois, moi, j'ai tendance à être un petit peu trop descriptif pour mes titres. Donc, j'aurais tendance à mettre « J'ai visité une usine à cartes graphiques » ou « J'ai visité une usine qui fabrique des cartes graphiques » ou « Comment est fabriquée une carte graphique ?» Mais peut-être que vous avez un titre qui serait plus adapté, qui serait un peu plus YouTubeisé, sans tomber dans le putaclic, je tiens à le préciser, mais un petit truc qui fait un peu plus YouTube. Si vous avez des suggestions, laissez-moi dans les commentaires parce que, oui, honnêtement, des fois, j'ai du mal à trouver des titres pour les vidéos et j'aimerais un titre qui, quand même, décrit très bien la vidéo, mais attire aussi les gens à la regarder parce que je la trouve hyper intéressante. Donc, premier sujet de la semaine qui a certainement fait le plus parler de lui, c'est évidemment le fait que Apple a enfin annoncé leur casque de réalité augmentée qui n'est pas vraiment un casque de VR, mais qui est aussi un casque de VR en réalité, et c'est le Apple Vision Pro, et qui sera disponible d'ailleurs pour la modique somme de 3500$. Non, 3499, ça fait déjà un petit peu moins cher. Donc voilà à quoi il ressemble. Il y a des trucs qui font un peu peur par rapport à ce casque d'ailleurs. J'en parlerai justement par rapport aux images. Donc voilà à quoi il ressemble quand il n'est pas sur la tête d'une personne. On a aussi des vues sur le dessous où on peut voir toutes les caméras. C'est un casque qui est réellement hyper avancé en termes de technologie. Voilà à quoi il ressemble sur le côté. Donc évidemment, ça utilise un petit peu le design de ces casques qui compressent d'un côté et compressent de l'autre pour ne pas appuyer tout le poids par-dessus votre tête, comme beaucoup de casques VR le font. On a aussi, vous avez dû le voir sur la première image, il y a un petit câble ici qui sort parce que ce casque évidemment a besoin d'être alimenté. Alors en réalité c'est un casque standalone, il n'a pas besoin d'être connecté à un ordinateur. Il a une puce M1 dedans ainsi qu'une puce R1 pour le traitement de tout ce qui est caméra embarquée. Et du coup vous pouvez l'utiliser sans rien brancher techniquement. Mais vous avez quand même besoin de le brancher en alimentation. Donc en fait ce câble mène à une sorte de brique de power bank qui est une batterie qui vous permettra d'avoir 2 heures de charge dessus et vous avez encore un USB type C dessus pour l'utiliser autant que vous voulez. Donc ça c'est une solution élégante je suppose, mais c'est aussi une solution pas parfaite, soyons honnêtes. Pour le reste des specs, comme j'ai dit, il a une puce M1 ainsi qu'une puce R1 pour le traitement de toutes les caméras, et d'ailleurs il y en a énormément de caméras. On a vu celle qui était en dessous, mais vous en avez aussi à l'intérieur ainsi que des capteurs pour détecter là où vont vos yeux, donc ça permet au casque de savoir exactement là où vous regardez, ce qui est très important parce que l'une des méthodes de contrôle de ce casque c'est la vision justement. Vous regardez un icône, eh bien, il y a une sorte
il est mis en surbrillance en fait. Et après, les caméras qui sont en dessous du casque peuvent détecter les mouvements de vos mains sans aucun contrôleur. Et puis si vous faites juste un clic comme ça, eh bien ça appuie sur l'icône et vous pouvez lancer l'application. Apparemment, selon les personnes qui l'ont testé, c'est hyper intuitif. Et j'ai tendance à le croire parce qu'en général, quand Apple fait une méthode de contrôle, que ce soit leurs trackpads sont hyper intuitifs, leur écran tactile marche hyper bien, ça ne m'étonne pas qu'Apple ait beaucoup passé de temps là-dessus. Il y a aussi d'autres technologies un peu plus effrayantes. Seulement la plus effrayante, c'est justement la première image ici. Donc vous avez le casque sur la tête d'une personne et il faut savoir que les yeux que vous voyez ne sont pas réels. Il y a un écran en face du casque qui permet d'afficher les yeux et un petit peu une partie du visage de la personne qui utilise le casque. Et en gros, ça affiche les yeux de la personne quand cette personne-là est justement en réalité augmentée. Donc quand les caméras du casque affichent ce qui se passe à l'extérieur du casque, donc pour que vous puissiez voir ce qui se passe dans votre environnement. Et quand vous êtes en mode pur VR, ben, y a une sorte de petite animation, mais on ne voit pas les yeux de la personne. Donc comme ça, les gens qui arrivent devant vous, selon s'ils voient vos yeux ou pas, ils savent si vous êtes en mode AR ou VR. Le truc effrayant, selon moi, c'est que du coup, le casque dépasse forcément du visage. Hein, ça se voit sur cette image-là, ça dépasse quand même pas mal du visage. Donc, c'est-à-dire que vos yeux sont techniquement déportés de votre visage. Et en plus, c'est une version totalement fausse. Ce n'est pas une caméra qui filme vos yeux à ce moment-là, c'est plutôt les différents capteurs qui permettent de détecter là où vont vos yeux, recréer une image de votre visage, parce que vous avez dû scanner votre visage avant avec le casque, et du coup, ça recrée une image de votre visage. Donc, les gens voient une fausse version de votre visage à travers cette fenêtre en quelque sorte. Donc ça c'est un peu effrayant, surtout que l'image qu'il y a ici, je sais pas, la lumière et tout fait très ça fait très Black Mirror, je trouve. Donc ça c'est un petit peu effrayant. Ils ont montré aussi des exemples dans la présentation où ils montraient un père qui avait le casque et qui filmait, parce que vous pouvez filmer avec. Du coup, ça filme avec les deux caméras, donc ça filme quelque chose en 3D stéréoscopique et vous pouvez filmer des événements. Et là, il filmait la fête d'anniversaire de son enfant. Mais du coup, c'est un peu effrayant aussi. Imaginez juste, vous êtes à votre anniversaire et puis vous avez quelqu'un avec un casque comme ça qui est en train de filmer. Un peu bizarre. Je pense que on va devoir peut-être un petit peu réévaluer la façon dont on interagit avec ce genre de choses. En tout cas, à l'heure actuelle, je ne suis pas sûr que beaucoup de gens s'amuseront à le mettre en public comme ça, en mode « Oh, je vais juste te filmer avec ça, tout va bien. » Donc ouais. Bref, dans tous les cas, quelles sont les utilisations données par Apple ? Ils n'ont pas vraiment parlé de gaming en réalité. Tout ce qu'ils ont donné souvent, c'est productivité et aussi un petit peu genre multimédia. Imaginez, vous êtes dans votre propre salle de cinéma avec un énorme écran. D'ailleurs, au niveau écran, ça utilise 2 écrans très haute résolution qui sont pratiquement du 4K pour chaque œil, donc c'est du très bon. Selon les reviewers, Apple n'a pas donné les specs, ce serait aussi des écrans qui sont clairement au-dessus de 60 Hz, donc peut-être du 120 Hz, donc ça aussi c'est très bon. Donc vraiment d'un point de vue spec, ce casque est de ce qui se fait de mieux en fait. Et aussi au niveau de la construction et au niveau de comment Apple a fait les contrôles et tout, c'est vraiment ce qui se fait de mieux. Maintenant, évidemment, avec un prix de 3500$ et plus en euros, ça va être compliqué pour beaucoup de gens. Et il faudra voir aussi pourquoi on peut l'utiliser. Ils ont montré une autre démo où vous pouviez notamment juste regarder votre Mac avec le casque et ça recopier l'écran de votre Mac à travers le casque et vous pouviez travailler sur votre Mac comme ça. Ça, c'est génial, franchement. Mais il faudra voir exactement comment ça pourrait s'intégrer dans la vie des gens. En plus, le fait que vous avez la batterie qui pend sur le côté, vous avez seulement 2 heures de batterie, ça peut réduire certaines tâches. Et aussi le fait que le casque est assez lourd, apparemment. Donc ça pourrait être un problème pour certaines personnes. La deuxième chose qui personnellement m'a le plus marqué lors de la présentation Apple et qu'il faut rappeler était normalement un événement spécial développeur, mais ils ont présenté tellement de hardware que je pense que les gens ont oublié ça, mais c'est en rapport justement avec le développement. Et ils ont tout simplement sorti un nouveau toolkit qui est basé sur Metal 3 et qui permet de porter plus facilement les jeux sur macOS, les jeux Windows. Et du coup, ça utilise une version modifiée de Crossover, légèrement modifiée d'ailleurs de Crossover, qui est un programme que vous pouvez déjà installer sur macOS pour faire tourner des jeux Windows, qui était lui-même basé sur Wine, le bon vieux Wine que vous avez aussi sur Linux, qui permet d'émuler basiquement Windows sur une autre machine, comme une machine Linux ou une machine justement macOS. Et donc là, c'est un petit peu similaire à ce que fait Valve avec SteamOS et aussi la version de Steam qui utilise Steam Play. Donc ils peuvent convertir en direct
Donc en gros, ça permet vraiment d'émuler des instructions DirectX 12 notamment, et de les convertir vers ici l'API Metal de chez Apple. Et du coup, grâce à ça, en particulier les jeux DirectX 12 marchent hyper bien avec ce nouveau toolkit. Alors c'est pas forcément ce qu'a voulu Apple, parce qu'en sortant ce toolkit, c'était plus pour eux une manière de montrer aux développeurs, hey, regardez, vous pouvez tester, voir comment votre jeu tourne sur Mac, sur les puces M1. Et puis en fait, beaucoup de gens sont en train d'utiliser ça pour jouer à des jeux Windows sur Mac maintenant, sur leur puce M1. Donc là, il y a des gens qui ont montré Cyberpunk 2077 qui tourne sur une puce M1 sur un MacBook Pro. Vous avez d'autres personnes qui montrent notamment, j'avais vu Hogwarts Legacy qui tourne dessus. Donc oui, il y a pas mal de jeux qui sont en train d'être testés. En général, les jeux DirectX 12 sont ceux qui marchent le mieux, mais vous avez aussi les jeux DirectX 11, DirectX 10 et DirectX 9 qui peuvent marcher dessus. Et les performances sont plutôt prometteuses pour certains de ces jeux. Donc ça, c'est vraiment cool à voir parce que le truc, c'est que les Mac n'ont jamais vraiment été faits pour les jeux vidéo. Et avec la sortie en plus des M1, il y a beaucoup de jeux qui ne pouvaient plus forcément tourner. Il y en a d'autres qui requéraient d'être portés. Et du coup, c'était un peu incertain à ce niveau-là. Donc là, c'est plutôt une bonne nouvelle parce que franchement, déjà, rien qu'avec ça, ça va permettre à des gens de faire tourner les jeux directement. Mais dans un futur proche, ça va peut-être motiver certains développeurs à porter leur jeu vers justement une version macOS. Ensuite, la deuxième grosse news, on pourrait le dire au niveau hardware lors de cette présentation Apple, c'est le fait qu'ils ont annoncé un nouveau Mac Pro. C'est un petit peu une présentation étrange selon moi parce que le Mac Pro, donc c'est vraiment exactement pratiquement le même Mac Pro qui était sorti il y a des années, qui était basé sous des puces Intel, et ce Mac Pro était hautement upgradable. Donc vous pouviez changer la RAM, le processeur, vous pouviez rajouter des cartes PCI Express, tout le tralala. Du coup, ils ont gardé ce design, mais ils l'ont mis en mode puce M2. Donc vous avez des puces notamment M2 Ultra, et aussi il me semble je ne sais pas s'il y a des puces M2 Max, mais en tout cas c'est en M2 Ultra, qui est évidemment du coup une nouvelle puce qu'ils ont annoncée en même temps, qui est juste deux M2 Max glués ensemble, comme l'était la M1 Ultra. Et donc là, le truc assez particulier, c'est que vous ne pouvez pas upgrade la RAM, parce que la RAM est soudée directement à côté du processeur. Même chose avec le stockage, ce qui est encore plus bizarre, parce que le stockage, ça devrait être possible honnêtement. Et puis, la seule chose que vous pouvez upgrade au final, c'est les cartes PCI Express. Et jusqu'à maintenant aussi, Apple n'a pas vraiment confirmé s'il y aura la possibilité d'avoir des GPU que vous pourriez brancher. Donc ça veut dire que ce sera surtout des cartes son, des cartes peut-être d'expansion quand même de stockage éventuellement si c'est possible, des cartes peut-être réseau, des cartes d'accélération, ça ce sera possible, ce sera certainement le plus gros intérêt. Mais à part ça, oui, vous ne pourrez pas forcément avoir de GPU, vous ne pourrez pas upgrade la RAM, donc vous serez coincé avec ce que vous avez pris dès le début. Et ça, je trouve ça assez stupide, parce qu'il y a des gens qui vont être en mode défendre Apple, en mode oui, mais les puces M1 sont extrêmement complexes, tu ne peux pas comprendre Aurélien, ils ne peuvent pas faire de la RAM upgradable parce que la RAM est directement sur le processeur et tout ça. La RAM sur les puces M1, M2 et toutes les autres variantes, c'est juste de la LPDDR5, il faut le savoir, c'est la même RAM que vous avez dans un smartphone. C'est quand même de la RAM très rapide, il n'y a aucun problème, mais c'est pas non plus la RAM la plus rapide au monde. Et surtout, rien n'empêcherait Apple de designer un système qui permet de mettre la RAM juste à côté de ce processeur M1, avec un petit slot ou autre chose. Vous avez Dell qui a fait un système qui permet de mettre de la RAM DDR5 ultra rapide, pas de la LPDDR5, de la DDR5, et de la faire tourner à plus de 6000 MHz, et ça c'est extrêmement compliqué à faire. Donc si Dell a réussi à le faire, Apple pourrait le faire avec de la simple LDDR5 qui est beaucoup plus simple. Donc, pour moi, il n'y a pas d'excuse. Ils auraient pu le faire. C'est juste qu'ils ne veulent pas le faire parce que, comme ça force les gens à upgrade vers une plus grosse machine. Ça leur fait dépenser plus. Mais après, ça va à l'inverse de ce que dit Apple, l'environnement, c'est très important pour nous, on recycle tout. Mais à côté de ça, vous ne pouvez pas changer la RAM de votre PC. Et pour le stockage, évidemment, là, c'est encore plus stupide parce que le SSD de tous les Mac M1 et tout ça, soit il est soudé, c'est juste des puces mémoire soudées quelque part sur le PCB, loin du processeur, donc ça pourrait juste être une carte additionnelle, c'est pas obligé d'être soudé. Et puis en plus, sur les plus grands Mac, notamment le Mac Studio, qui a été aussi upgrade d'ailleurs, c'est carrément des vrais SSD, mais en fait c'est juste des puces mémoire. Et le contrôleur du SSD, il est dans la puce M1 ou M2. Donc ça veut dire que si vous voulez upgrade
votre SSD, vous pouvez pas parce que c'est lié à la puce et ça ne marchera pas basiquement. Vous pouvez upgrade vers la même capacité de stockage, ce qui sert à rien. Donc ça veut dire aussi techniquement vous pouvez remplacer votre SSD s'il y a un problème sur ce genre de Mac, mais vous ne pouvez pas upgrade parce qu'il faut que ce soit Apple qui reprogramme en quelque sorte pour dire hey, maintenant tu as plus de stockage. Donc c'est possible de le faire, c'est juste que c'est verrouillé par Apple. Donc ça aussi, c'est honteux, c'est stupide et ça devrait être possible de le faire. Et comme j'ai dit, du coup, le Mac Studio a été aussi update vers des puces M2. Donc ça inclut M2 Pro, M2 Max et M2 Ultra. Et du coup, vous avez dans cette nouvelle puce M2 Ultra, on va quand même en parler, 24 cœurs CPU, vous avez 76 cœurs GPU. Du coup, le CPU est 20% plus rapide par rapport à la version M1 Ultra et le GPU est 30% plus rapide et vous pouvez aller jusqu'à 192 Go de RAM unifié, ce qui est moins que l'autre Mac Pro pour information qui pouvait monter jusqu'à 1,5 Tera quand même. Et vous avez 134 milliards de transistors, une bande passante de mémoire de 800 Go à la seconde, donc c'est quand même une puce très avancée hein, qui est très performante. Il faudra voir toutefois si ils ont fixé certains problèmes de la première puce M1 Ultra, parce que la puce M1 Ultra, même si elle était très puissante, était très mal utilisée dans pas mal de programmes. C'est à se demander si justement les programmes avaient du mal avec le fait que ce soit techniquement deux puces, même si elles sont basiquement collées ensemble. Peut-être qu'il avait du mal avec ça. Donc il y a quand même des problèmes. Il faudra voir si justement Apple les a fixés. Et puis après, on a une news qu'on s'attendait assez bien, c'est le fait que Apple a sorti un MacBook Air 15 pouces. Donc en plus du 13 pouces, maintenant vous aurez une option 15 pouces qui est plus grande, qui a à peu près la même sélection niveau port, ça n'a pas tellement changé, et qui du coup aura aussi une puce M2, et pas de M2 Pro ou autre chose, c'est vraiment pur M2 ici. Donc au maximum, vous aurez 24 Go de RAM et jusqu'à 2 Tera de SSD. Et l'écran fait 15,3 pouces pour être exact. Donc ça c'est plutôt cool pour les gens qui voulaient un écran plus grand, mais qui ne voulaient pas passer évidemment au Mac Pro. Notamment le Mac Pro 16 pouces coûte assez bien d'argent. Ici, ce Mac Air, du coup 15 pouces, commence à 1500 et des euros. Ça reste une certaine somme d'argent à investir, mais c'est déjà mieux que d'investir 2500 euros pour la version 16 pouces du MacBook Pro que certaines personnes n'auraient pas besoin et qui est plus lourd aussi et plus épaisse. Donc, ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, quoi qu'il arrive. Je dirais même qu'en réalité, vous pourriez vous dire, oh, c'est cher. Mais le truc, c'est que si vous regardez les marques similaires, je dis bien similaires avec des gros guillemets, par exemple Microsoft, avec leur Surface laptop 15 pouces et tout ça, ils sont à peu près au même niveau de prix pour des laptops aussi fins, aussi bien construits. Donc, dans le marché des ultrabooks, ils sont à peu près au même prix que tout le monde. Et la puce, selon moi, M2, notamment, est bien meilleure pour justement une utilisation ultrabook, parce qu'elle est très puissante, elle tient hyper longtemps au niveau batterie, donc selon moi, c'est une très bonne alternative. Maintenant, il faudra voir, si vous avez besoin de plus de stockage et tout ça, c'est là que ça commence à coûter cher, parce que, vous voulez passer de 256 Go de stockage à 512, parce que oui, c'est 256 de base, ce qui est selon moi une honte en 2023. Et si vous voulez passer à ça, vous devrez genre rajouter 200 balles ou autre chose. Donc ouais, c'est honteux les prix d'upgrade, mais si vous pouvez vous contenter de la version de base, ça peut être intéressant. Vous avez aussi l'ancien MacBook Air 13 pouces qui est toujours à un très bon prix. Je me souviens l'avoir vu à 900 euros à un moment et ça, c'était un très bon deal. Ensuite, on passe à une autre news totalement différente ici. Vous avez Reddit qui a fait pas mal parler d'eux parce que ils veulent tout simplement faire rendre leur API payante. Donc leur API permet tout simplement aux développeurs, par exemple, de faire des applications tierces pour Reddit. Et ça, il y a beaucoup de gens qui les utilisent. Personnellement, moi, j'ai une application tierce pour utiliser Reddit parce que l'application de base, elle est un peu nulle à chier, on va le dire. Bref, dans tous les cas... en rendant l'API payante, eh bien, beaucoup de ces applications comme Apollo et tout vont devoir tout simplement arrêter de faire l'application parce que ce sera trop cher de maintenir leur application. Et pour ceux évidemment qui utilisent Reddit peut-être dans un côté professionnel pour poster des choses et tout ça, eux aussi, s'ils utilisent l'API, devront payer. Ensuite, on a une news totalement différente ici. On quitte un petit peu la sphère Apple avec une news au niveau de Reddit, qui n'est pas forcément une meilleure news. Mais du coup, Reddit veut rendre leur API payante, tout simplement. Et du coup, ça pourrait arrêter toutes les applications tierces Reddit. Et ça, c'est quelque chose qui est très utilisé par beaucoup de gens. Parce que l'application de base Reddit est plutôt mauvaise. Donc il y a beaucoup de gens qui utilisent Apollo par exemple. Moi j'utilise Apollo. Et il y a d'autres applications mobiles aussi pour Android notamment qui sont très populaires. Et du coup, beaucoup de gens sont en mode
déjà ne comprennent pas pourquoi. Il y a aussi beaucoup de gens qui critiquent cette décision-là, forcément. Je peux comprendre aussi la décision de Reddit qu'ils ont un petit peu du mal à faire de l'argent parce que notamment quand vous avez des trucs sponsorisés, des fois ils sont bloqués dans ces applications tierces. Donc ça peut être un problème où Reddit ne fait pas leur argent correctement. Donc pour eux, c'est une manière de faire de l'argent, mais selon moi, c'est très mauvais pour les gens qui utilisent Reddit parce que l'application de base, franchement, elle est très mauvaise. Donc ça fait un énorme débat dans la communauté. Vous avez beaucoup de subreddits aussi qui ont décidé de faire grève et de juste couper leur subreddit, un peu comme une sorte de grève. Donc, basiquement, faire en sorte que tous les utilisateurs qui utiliseraient normalement ce subreddit n'utilisent plus Reddit. Donc, ça réduit le trafic de Reddit et tout ça. Donc, ça pourrait réduire aussi leurs revenus. Donc, on verra bien ce que ça donnera, mais visiblement, ils sont pas prêts de revenir en arrière sur leur décision. Et ensuite, on passe à une autre news ici de controverse qui concerne Twitch maintenant, parce que visiblement, tout le monde a décidé d'embêter tout le monde cette semaine-ci. Et du coup, la controverse avec Twitch ici, c'est qu'ils ont posté des nouvelles règles pour les contenus sponsorisés sur la plateforme, et notamment certaines de ces règles étaient vraiment abusées. Notamment, vous avez déjà peut-être été sur des streams où il y a des streamers qui ont des petites bannières animées, qui font de la pub pour, je sais pas moi, des energy drinks ou des trucs dans le genre. Et des fois aussi, c'est juste des images fixes. Eh bien, selon les nouvelles règles qui sont revenues dessus, on va en parler, ces bannières-là devaient être minuscules, genre vraiment très petites, genre la taille d'un de mes verres de lunettes sur votre écran à l'heure actuelle, par rapport au reste de l'image, y compris avec le site web à côté. Donc c'était très petit, impossible de lire une pub là-dessus. Et il y avait d'autres règles vraiment... il y avait vraiment du n'importe quoi en fait. Et il y avait beaucoup de restrictions aussi. Ce qui faisait que beaucoup de streamers, justement, quand ces nouvelles règles ont été annoncées, ont dit tout simplement que avec ces règles-là, ils ne pourraient plus faire des contenus sponsorisés comme ils le faisaient jusqu'à maintenant et ça allait prendre dans leurs revenus et c'était très mauvais pour eux. Du coup, 24 heures plus tard, ils sont revenus sur la décision. Alors, il y a certaines de ces règles qui sont toujours en place, notamment au niveau de la restriction du multi-streaming. Donc si vous streamez sur plusieurs plateformes, c'est toujours pas autorisé, à part si vous avez l'autorisation de Twitch, parce que certaines plateformes ont l'autorisation. Donc ça, c'est toujours en place, mais c'était techniquement déjà en place. Donc il y a certaines de ces règles qui sont toujours en place, mais globalement, la plupart des règles au niveau des contenus sponsorisés ont été revenues en arrière. Mais le truc, c'est que les dégâts sont faits. La communauté maintenant est en mode, ouais, Twitch... tu fais n'importe quoi, c'est déjà plusieurs décisions d'affilée maintenant de la part d'Amazon et Twitch qui sont très mauvais pour les streamers et même souvent aussi pour les viewers. Et du coup, ça va se demander si déjà ils consultent les streamers avant de prendre ce genre de décision, ce qui semblerait être la base, de juste aller voir les top streamers de leur plateforme ou juste des streamers qui connaissent bien, qui ont confiance et juste leur parler un petit peu de « Oh, et si on faisait ça, qu'est-ce que vous en penseriez ?» Et juste récolter un petit peu du feedback, ce serait pas mal. Mais non, ils le font pas. Et c'est ça que les gens sont en mode, vous êtes basiquement un petit peu comme YouTube, sauf que les gens attendent mieux de Twitch, parce que selon moi, Twitch, pour la plupart de son histoire, était meilleur que YouTube au niveau communication. Mais là, c'est juste digne de YouTube, honnêtement. Bon, au moins, ils sont revenus en arrière, parce que YouTube ne serait jamais revenu en arrière. Parce que YouTube ne revient jamais en arrière. Il décide quelque chose, c'est fait. Donc, dans tous les cas, selon moi, la confiance est clairement brisée et ça ne m'étonnerait pas qu'on voit d'autres streamers continuer de changer de plateforme. Personnellement, je continue de streamer sur Twitch, même. Bon, je stream pas très souvent, une fois tous les 2-3 mois, mais bon. Mais quand je stream toujours sur Twitch, sauf quand des fois j'ai des streams spéciaux sur la chaîne Texama, je le fais peut-être sur YouTube. Mais je continue de streamer sur Twitch parce que je préfère la plateforme. Elle est selon moi plus utilisable pour un streamer, notamment le chat est juste meilleur. Mais peut-être que dans un futur proche, s'il continue de prendre ce genre de décision totalement stupide, peut-être que je pourrais passer vers YouTube. Alors, YouTube n'est pas vraiment meilleur, honnêtement. C'est ça le truc. YouTube est mauvais, Twitch devient mauvais. Donc, sur quelle plateforme je suis censé aller, moi? Je vais peut-être aller sur Facebook Live. Ensuite, on passe à des news au niveau hardware, avec notamment la sortie des RX 7600 d'AMD. Donc, vous avez toutes les reviews qui sont sorties. Je vais vous la faire résumer ici. Basiquement, au niveau performance, elle est un peu au-dessus, légèrement au-dessus d'une RX 6550 XT. Après, techniquement, elle remplace la RX 6600 de base, sans le XT. Donc, ça va encore. Elle a aussi un prix de départ, en tout cas aux États-Unis, de $269, qui
n'est pas si loin en Europe. J'en ai vu à 280 €, on verra ça un petit peu après. Et du coup, la 6650 XT, selon moi, reste meilleure d'un point de vue pure performance-prix. Mais la 7600 a un deuxième avantage, c'est le fait qu'elle consomme moins. Et aussi, elle est un petit peu plus efficace dans les jeux ray tracing et tout ça, parce que ça utilise évidemment la nouvelle architecture d'AMD. Donc, discutable, mais clairement mieux que la RTX 4060 Ti qui est sortie récemment aussi, qu'on verra encore après aussi. Donc, c'est pas une mauvaise carte, mais c'est pas non plus une carte incroyable. L'avantage que je dirais, c'est qu'avec aussi de la sortie de la 4060 Ti, ça a baissé le prix des RX 6000 encore plus. Et du coup, vous pouvez trouver notamment la RX 6600 à 200 €. Évidemment, on a aussi la RTX 4060 Ti qui est sortie récemment. J'ai sorti un test là-dessus, vous avez dû le voir, mais pour ceux qui ne l'ont pas vu, je résume très vite fait. C'est une carte qui est basiquement 8 à 10% plus performante qu'une 3060 Ti qu'elle est censée remplacer. Elle a aussi bizarrement des specs qui fait très en carte d'entrée de gamme, même si du coup, grâce à la nouvelle architecture et le fait qu'elle a une fréquence beaucoup plus haute, ça compense. Elle a quand même des specs qui, des fois, montrent que c'est une carte plus d'entrée de gamme, en fait. Ça se voit que Nvidia a fabriqué une carte très facile à faire, justement, pour essayer d'en sortir le plus possible de leur usine, ce qui est une bonne chose, mais aussi certainement maximiser les profits. Et donc, ça se voit justement dans certains jeux, par exemple, tout ce qui est Hogwarts Legacy, tout ça, tout ce qui utilise beaucoup de mémoire, et surtout beaucoup de bandes passantes de mémoire, c'est là où vous voyez que cette 4060 Ti n'a juste pas les specs qu'il faut. Donc, pour moi, elle n'est clairement pas future-proof. Elle coûte plus de 400, elle coûte encore 430 € à l'heure actuelle. Vous avez la 3060 Ti qui a baissé de prix à 350 €, je l'ai vu maintenant. Dans ma vidéo de test, j'ai dit qu'elle était à 380 ou 390. Maintenant, elle est encore plus baissée. Donc, cette 4060 Ti a zéro intérêt. Je ne vois aucune personne qui pourrait la justifier, à part éventuellement quelqu'un qui est en mode « Oh, je vais la mettre dans un PC très restreint, il me faut une carte qui ne consomme pas beaucoup. » C'est la seule utilisation. Si vous voulez vraiment une carte qui ne consomme rien, ok, vous pouvez peut-être la prendre. Si vous voulez une carte, par contre, qui vous donne des bonnes performances pour le prix que vous mettez, le reste est meilleur. Même littéralement, la 3060 Ti est techniquement meilleure, ce qui est très ironique. Vous avez aussi les cartes AMD qui sont juste incroyables à ce prix-là. Et justement, au niveau prix, voici une petite update ici. Donc on commence avec les RX 6600 qui ont baissé de prix. Vous en avez maintenant à 205 €. C'est un excellent prix pour une carte pareille. On a enfin des cartes graphiques d'entrée de gamme qui sont correctes. Une RX 6600 à 200 €, c'est une bonne carte, franchement. Et puis, vous mettez 50 € de plus, vous avez très vite fait des RX 6550 XT. Donc là, vous en avez une à 259 €, celle de XFX sur Amazon. On la connaît bien. Et puis, vous avez pour un petit peu plus cher la RX 7600 qui commence à 280 €. Donc ça reste un prix aussi assez honnête. Même si techniquement, la 6550 XT est meilleure pour le prix, la 7600 a quand même d'autres petits avantages. Par contre, elle a aussi 8 Go de RAM, et ça, c'est selon moi un petit peu dommage. Petite occasion perdue. Vous avez aussi, du coup, si vous montez encore en prix, vous avez la RX, notamment 6700, qui a baissé pas mal de prix. Je l'ai vu à 319 €. Voilà quelques semaines, elle avait perdu pas mal d'intérêt parce que la 6700 XT avait baissé de prix. Mais là, comme elle a rebaissé de prix d'elle-même, elle peut valoir la peine. Après, moi, je mettrai clairement de l'argent de côté. Je prendrai une 6700 XT parce que celle-là, vous pouvez l'avoir. Donc, vous voyez là, des 3060 Ti vers 350 €. Donc, ouais, ça fait un peu bizarre pour la 4060 Ti ici, qui est à peine 8 ou 10% plus performante, pour littéralement 80 € de plus. Donc, d'un point de vue mathématique, ça ne le fait pas trop, croyez-moi. Donc là, je vois la 6700 XT, justement, de chez XFX, qui est à 369 €. Moi, je prendrais clairement cette carte, ou peut-être la 6750 XT éventuellement, mais il y a peut-être très bons choix. Et si vous montez un petit peu plus haut, et ça va être le truc vraiment bizarre pour Nvidia, c'est que vous avez la 6800 XT qui a baissé de prix, qui maintenant va certainement coûter 10 € moins cher que la 4060 Ti 16 Go qui va sortir très bientôt. Et ça va être très bizarre comme situation. Et finalement, finissons sur une news plus marrante, ma foi. Vous avez des gens qui ont réussi à générer des QR codes avec des waifus. Donc là, la technologie est incroyable. Ça utilise Stable Diffusion d'ailleurs. Donc c'est quelque chose d'hyper avancé au niveau technologique. Et en gros,
cette waifu que vous voyez est un QR code fonctionnel. Réellement, vous pouvez le scanner avec votre téléphone. Je ne sais pas où ça renvoie, donc faites attention. Mais vous pouvez créer des QR codes. Et ils ont montré aussi la technologie avec, par exemple, vous voyez, des maisons. Et c'est réellement un QR code fonctionnel. Donc ça, en réalité, ça va être plutôt cool pour faire des QR codes un petit peu plus fun. Parce qu'un QR code, quand vous le voyez, c'est pas très beau, franchement. Donc imaginez des QR codes beaucoup plus esthétiques et tout. Mais faites attention, toutefois, je rappelle que vous ne devriez pas scanner n'importe quel QR code que vous voyez parce que certains peuvent être vraiment très dangereux pour votre téléphone. Donc voilà encore un autre exemple. Voilà. Je voulais juste finir sur une news un petit peu plus fun. Après toutes ces news un peu dépressives des fois, notamment au niveau de Reddit, Twitch, et aussi un petit peu d'NVIDIA qui ont juste sorti une très mauvaise carte graphique. Du coup, merci à tous d'avoir regardé ce Tech Ça Marche aussi. Si vous avez bien apprécié, vous pouvez laisser un petit pouce bleu. Si vous n'avez pas, vous pouvez laisser un pouce rouge. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer la visite de l'usine de carte graphique. Et n'hésitez pas à laisser en commentaire vos impressions ainsi qu'une suggestion pour le titre de la vidéo. Merci à tous et on se revoit pour une prochaine. Ciao, ciao!